Et c'est parti. Donc, bienvenue à notre... Là, je commence à perdre le fil, là, 5e, 6e, 5e, je pense, parce qu'on a perdu 2 semaines. Cours d'INF 8001. Donc, on continue sur notre lancée de la semaine passée, où on avait commencé à regarder le principe du langage SQL, donc un langage de requête qui va me permettre de converser, travailler, exploiter une base de données. Encore une fois, on n'oublie pas que quand on parle de base de données, ici, on parle de un système de gestion de base de données. Même, on parle ici d'un système de gestion de base de données relationnelle à l'intérieur de ce cours-ci en ce moment quand on parle de base de données. Donc, on avait vu le langage SQL qui me permettait de faire la définition de données. Donc, on avait vu une première partie du langage qui était le LDD, donc le langage de définition de données, ou le Data Definition Language en anglais, qui allait me permettre de représenter un schéma, hein, une description des différentes tables avec leurs différentes configurations pour être capable de ensuite insérer différentes valeurs à l'intérieur de ces dites tables-là. Donc, on avait vu aussi la semaine passée un début de la partie du LMD qui va me permettre de créer, avec le LDD, on peut créer la table. Avec le LMD, on avait vu le insert, le delete, le update, qui allait me permettre d'ajouter ou de modifier ou de supprimer des informations. Mais ça, c'est juste la moitié de la bataille. Okay? Parce que si on a une base de données, puis qu'on est capable d'insérer des informations, de supprimer puis de modifier des informations, ultimement, si tu fais juste ça, ça ne sert à rien. Parce que tu vas avoir sauvegardé les données quelque part, puis tu ne pourras pas les savoir c'est quoi. Hein? Donc, la dernière partie, puis la partie en fait la plus complexe de ce langage-là, puis de cette méthodologie-là, revient dans notre dernière partie du LMD. Donc, dans la modification de données, là, il va y avoir en fait aussi ce qu'on appelle la sélection, hein, qui va être la lecture de données. Donc, une fois que notre base de données a ces différentes tables, une fois qu'il y a de l'information qui a été ajoutée à l'intérieur des bases de données, moi, je vais être capable d'aller chercher des informations dans cette base de données-là pour être capable de soit... pour répondre à des questions. Okay? Puis ça peut être des questions simples, comme c'est quoi la liste de mes clients, comme ça peut être des questions très complexes, comme c'est quoi les meilleurs clients qui m'ont acheté telle gamme de produits à telle année. Le langage SQL, puis la requête select va être assez complexe pour être capable de construire ce genre de requis-là à l'intérieur de sa syntaxe. Fait qu'aujourd'hui, on va passer la période au complet juste pour voir qu'est-ce qui va se passer avec le select. Donc, on va aller regarder vraiment toutes les différentes fonctionnalités du select de sa version la plus simple à sa version la plus complexe. Fait qu'on va commencer avec la prémisse simple du select. Donc, ici, on regarde un peu qu'est-ce qui est nécessaire pour être capable de travailler avec le select. Donc, dans sa version générique, hein, on va voir qu'on a un select. On va avoir ce qu'on appelle une expression. On va avoir un from, puis on va avoir une table. Donc ça, c'est comme le minimum requis pour être capable de travailler avec un select dans une base de données. Donc, après ça, on avait vu hein, que quand on regarde cette documentation-là, quand on regarde cette syntaxe-là, le restant, c'est des éléments qui vont être facultatifs, des éléments qui vont nous permettre de rajouter des configurations, de rajouter des contraintes pour avoir des expressions, pour avoir des requêtes de plus en plus complexes. On a donc la prémisse la plus simple. J'ai-tu
mon petit crayon. Ici, on s'en va là, on fait ça, on met ça ici. Donc, dans sa prémisse la plus simple, on va avoir le select. Puis ici, le select est en majuscule, là, mais c'est comme dans les plus vieilles versions, c'était obligatoirement majuscule. Aujourd'hui, c'est plus obligatoire, c'est le même principe avec le create table et ainsi de suite. Donc, on va avoir la sélection de, premièrement, une expression quelconque. Puis là, ici, ce que ça va être, puis si on regarde un peu la syntaxe, on peut voir que ça nous demande d'avoir une expression obligatoire. Puis après ça, je peux avoir facultativement une virgule suivie d'une autre expression que je répète. Fait que la prémisse, encore une fois, c'est que je peux avoir une série d'expressions. Puis les expressions, ça va être quelque chose qui va être pour chaque ligne de la table, qu'est-ce qui va être affiché dans le résultat du select. Fait que si, admettons, on se prend quelque chose de... Si on revient voir... J'avais ici... Si on revient voir... c'est ici, mettons. On va tasser ça. Puis on va mettre ça ici. Fait que si on reprend notre exemple introductif là, qui nous donnait juste une gentille liste de tables qu'on va être capable de comme, travailler avec là, pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Quand on fait un select, il va falloir avoir ce qu'on appelle ici une expression, okay, qui va être l'élément identifié sur chacune des lignes de la réponse. Pour comprendre de chacune des lignes de la réponse, il faut aller voir la deuxième partie de notre requête qui demande d'avoir le from, qui va demander une table. Donc, on a le select, on a une expression, on va aller voir qu'est-ce que ça s'en vient dans un instant. Puis là, on a un from avec une table quelconque. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le SQL, comme on a dit, ça a été créé il y a de cela bien des lunes. Puis, il y a certaines lacunes qui sont venues avec, qu'on a décelées avec le temps, là, qui ne sont pas nécessairement les meilleures manières de faire. Un de ces éléments-là, c'est que l'ordre dans lequel il faut l'écrire, ce n'est pas le même ordre dans lequel il faut le penser. Okay? Donc, la prémisse, c'est que le select, c'est la première chose qu'on écrit, mais en fait, c'est la dernière chose auquel il faut penser, à laquelle on va faire. Fait que quand on regarde un select, on regarde en premier la ligne from. Fait que là, ça dit, le from, ça va être la table sélectionnée qui va être utilisée pour être capable de savoir quelle information est-ce que je veux aller chercher. Fait que, mettons ici, dans le from, je pourrais prendre dans notre exemple la table compte. Puis, une fois que j'ai cette table-là, le select ici va me permettre de dire, voici les différentes expressions dans différentes colonnes que moi, je veux représenter. Souvent, la majorité du temps, ça va être soit une sélection d'une colonne directement, comme si c'était une variable. Okay? Fait que je peux écrire des choses comme le numéro de compte, virgule, solde. Donc, ce que ça va me donner, c'est ici, ça va être une table résultante. Donc, le select me retourne une table à son tour, qui va partir de la table compte, mais qui va me donner juste un numéro de compte, puis un solde, puis les valeurs qui vont être sélectionnées sur chacune des lignes. OK? Fait qu'on va avoir ici, mettons, le compte 100, puis le solde 100, puis c'est 200, je ne suis pas capable de lire. 200, 300, 300, 400, 600.
solde. Je ne suis pas capable. C'était 1000, 5, 10. 1000, 5, 10. Est-ce que c'est les bonnes informations? C'est 1000 et 2000. 2000. 100, 200, 300, 400, 600. On a la table résultante. Part de la table, fait une sélection. Donc, une sélection, c'est comme un filtrage. Puis, par défaut, il va me retourner toutes les lignes avec les différents éléments qui viennent avec. Dans la version, si on peut voir, ça va être quoi le but de tout ça, c'est qu'on va pouvoir rajouter des conditions à notre select pour être capable de filtrer, transformer, aller chercher d'autres types d'informations. Okay? Donc, ici, le premier exemple qu'on peut regarder, on a la deuxième élément, là, on a un where avec une condition. Donc, on va pouvoir dire un where avec une condition. Je pourrais dire qu'il faut que le solde il soit plus grand que 500. Fait que là, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va prendre la table initiale, celle du from, puis sur chacune des lignes, il va aller regarder la condition. Puis là, il va décider est-ce que la condition est remplie, puis est-ce que je garde la ligne dans le résultat final que je te donne. Donc, dans ce cas-ci, s'il faut que le solde soit plus grand que 500, bien, on peut voir qu'il y en aurait deux ici qui ne seraient pas inclus dans le résultat final de notre select. Donc, la prémisse du select, c'est d'être capable de prendre une source initiale d'information, puis d'être capable de modifier, transformer, sélectionner, filtrer pour avoir un résultat escompté. On est capable de, si on regarde là, on a le principe d'une requête SQL qui va être un premier select, puis qu'il va y avoir un autre select possible. Donc, soit que c'est un select tout seul, ou sinon, on va aussi avoir les possibilités d'ensemble. Donc, on est capable de faire l'union, l'intersection ou l'exception. Donc, là, si on parle d'ensemble mathématique, là, pour être capable de dire, bien, prends les deux résultats du select, puis là, trouve-moi ceux qui sont communs, ceux qui sont un à l'autre ou un moins l'autre. Okay, donc, on est capable de faire ça. On va aller regarder maintenant toutes les configurations possibles autour du select pour être capable de voir tous ces éléments-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Fait que, premièrement, à l'intérieur du select, donc, on a vu qu'on peut avoir une liste des différents éléments avec différentes expressions. Par défaut, c'est la prémisse de multi-ensemble est possible. Ce que ça veut dire, c'est que quand j'écris le select comme ça, là, pour lui, c'est comme si je mets le mot-clé all, on va voir qu'il y a une autre variation qui change la donne. Là. Parce que quand je fais un select puis que je prends juste certaines informations, c'est pas nécessairement une table relationnelle complète avec une ligne identifiante sur chacune des différentes lignes. Ça veut dire que ça se peut que je me retrouve des fois avec deux lignes qui sont identiques. Si je ne veux pas avoir cette opération-là, je peux ajouter un qualificateur à l'intérieur du select, qui est le mot distinct, qui va me permettre de limiter chaque ligne à un seul exemplaire. Si je me retrouverais avec la même ligne, je ne vais pas le prendre. Ça, c'est bon. Ici, en dessous, on a aussi la représentation en algèbre relationnelle. Okay, donc, si tu t'en vas dans le monde de base de données dans le futur, là, des fois, il y a des affaires qui ressortent de ça. On peut directement, nous autres, travailler avec les requêtes SQL. C'est juste de voir leur représentation derrière.
Fait qu'on a vu le même principe tantôt. On a le where qui me permet de faire un filtre sur les différents résultats. Donc, on va voir que dans le where, il y a une panoplie de conditions possibles. Donc, il y a plein d'opérateurs. Donc, ici, j'ai utilisé un opérateur de relation plus grand que. C'est pas mal standard, là, on sait à quoi s'attendre. Mais on va voir qu'il y en existe d'autres, comme des opérateurs logiques, qui vont me permettre de prendre plusieurs conditions puis de les mélanger ensemble. Mais il va aussi avoir d'autres opérateurs sur des sets pour voir qu'il est dans une liste d'options possibles, plein d'éléments. En fait, on va aller voir comment ça fonctionne, les conditions SQL. Parce que c'est dans un where, on a besoin de mettre une condition. Fait qu'on peut avoir, à un premier niveau, une condition qu'on dit simple ou une condition possible complexe, ou on peut avoir les opérateurs logiques. Donc, les opérateurs logiques, ça me permet de combiner plusieurs conditions. Une condition, c'est quelque chose qui va me donner un vrai ou un faux, là. Donc, je peux avoir l'inverse d'une condition avec le mot-clé not. Je peux avoir le « et » logique qui me permet de dire qu'il faut que les deux conditions à gauche et à droite soient vraies pour que le résultat soit vrai à son tour. Ou le « or » pour avoir que les deux conditions, c'est une ou l'autre. Tant qu'il y en a une des deux qui est bonne, le résultat est bon à son tour. Puis là, on peut les mélanger ensemble puis en avoir tout plein. Fait que, on a ça à notre plus haut niveau. Après ça, quand on parle de conditions simples, qu'est-ce que ça implique? Bien, on va avoir des expressions avec des opérateurs relationnels. Donc, égal, plus petit ou égal, plus grand ou égal, différent de. Donc là, faire attention, si vous avez utilisé certains langages de programmation, c'est habituellement différent des opérateurs de comparaison de langage de programmation. Parce qu'habituellement, dans les langages de programmation, le égal il est utilisé pour l'assignation. Fait que souvent, dans la comparaison, c'est le double égal. Là, on garde le juste un égal. Même principe dans les langages modernes. Donc, si vous avez utilisé un langage de programmation qui est plus vieux que 1990, ce qui est probable, si vous avez utilisé quelque chose, c'est probable. Habituellement, le différent de, l'inverse de l'égalité, ça va être un point d'exclamation égal. Bien, dans ce cas-ci, ça l'utilise comme l'ancien symbole. Là. Avant que c'était point d'exclamation égal, c'était un plus petit, plus grand, tout de suite à un côté de l'autre. Donc ça, c'est la représentation de c'est différent de quelque chose. Fait que des deux bords de ça, j'ai des expressions, comme qu'est-ce qu'on a fait ici. Fait que ça peut être soit des valeurs arbitraires ou des calculs ou des fonctions ou quoi que ce soit. Ou sinon, on peut utiliser les noms de colonnes comme si c'était des noms de variables dans un programme pour être capable de dire, bien, je veux que sur chaque ligne, ça fasse ce test-là pour savoir si je garde la ligne ou pas dans mon résultat. On a une panoplie d'autres conditions simples. C'est là que c'est des choses qui sont nouvelles dans des bases de données qu'habituellement on n'a pas vues auparavant. Donc, on va avoir le between, le is null, is not null, le in, not in, puis le like, not like. Fait qu'on va aller les regarder en détail chacun de ceux-là. On va commencer avec le premier de la gang, qui est le between. Donc, le between, c'est juste une manière plus facile et conviviale de se donner deux bornes numériques, ou en tout cas deux bornes, puis dire que je veux que la valeur soit à l'intérieur de ces deux bornes-là. Parce que si on n'a pas cet opérateur-là, il faut écrire la version en dessous, là. Donc, si, admettons, je veux qu'une date soit plus grande que telle et je veux qu'elle soit plus petite que telle, hein, ça, c'est la manière informatique standard de donner des bornes pour trouver qu'une valeur est à l'intérieur de ces bornes-là. En SQL, on a un opérateur qui me permet de faire ça comme automatiquement, qui s'appelle le between. Donc, ces deux opérations-là sont identiques. On a juste celui-là qui est plus simple et plus direct. On peut aussi remarquer l'utilisation dans le select d'un élément intéressant qui est l'étoile. Donc, quand on a le select avec l'étoile, c'est une sélection automatique de toutes les colonnes de la table initiale. Donc, c'est synonyme à écrire tous les noms de table un après l'autre avec des virgules. On a ensuite le in qui me permet d'avoir un ensemble de possibilités. Donc, c'est la même chose que si on regarde le résultat en dessous, là,
on a des OR, hein, donc des OU logiques. Donc, tant qu'une des conditions à l'intérieur du OU est bonne, le résultat va être bon. Puis là, on a plusieurs égalités sur une seule expression. Donc, je veux que le numéro de client soit 10 ou 40 ou 80. À la place de devoir écrire ça en long, on a un élément d'ensemble qui est le in, qui me permet de dire, bien, tant que la valeur, c'est une de ceux-là, ça me donne vrai, c'est sélectionné, c'est gardé dans le résultat final. Donc ici, on a le numéro de client, in, puis là, entre parenthèses, j'ai une liste de valeurs délimitée par des virgules pour être capable de travailler avec ça. Donc, le in me permet d'avoir des ensembles rapides et conviviaux. On a ensuite le like. Donc, le like me permet d'utiliser ce qu'on appelle des expressions régulières. Donc, quand je veux avoir quelque chose qui, mettons, ressemble à un numéro de téléphone, hein, donc, ou qui commence par le mot statut 2 points. Tu sais, je veux chercher dans des journaux, des logs dans mon affaire. Okay, des fois, il y a des infos, il y a des erreurs, je vais avoir des statuts, je veux que ça commence avec statut. Donne-moi juste des lignes qui commencent avec statut. Comment est-ce que je fais pour représenter ça? Bien, on a une version simplifiée là, des expressions régulières avec le like. Donc, le principe du like, c'est qu'on va construire une chaîne de caractères avec 2 symboles spéciaux qui vont représenter d'autres caractères possibles. Donc, on va avoir le pourcentage qui représente n'importe quelle séquence de caractères. Donc, ici, quand j'ai le nom de client, puis que je dis que je veux que ça soit comme, hein, un like, c'est comme être comme quelque chose d'autre. Puis je dis, j'ai un pourcentage, LE avec un L majuscule, pourcentage. Ce que ça implique, c'est que je veux que ça sélectionne toutes les lignes dont le nom de client, à l'intérieur, il y a le mot LE avec un L majuscule qui suit n'importe quoi, puis qu'après, il y a n'importe quoi. Tant que j'ai le LE quelque part dedans, ça va fonctionner. Donc, on a le pourcentage qui me permet d'avoir n'importe quelle séquence de caractères. Après ça, les caractères autres, directs, il faut qu'ils soient à l'intérieur. On a un deuxième élément qui est le tiret bas, le underscore. Donc, celui-là, ça remplace un et un seul caractère. Fait que c'est de dire, je veux un nom de client qui commence par une lettre quelconque, que sa deuxième lettre, c'est donc un O, qu'ensuite, il y ait n'importe quelle séquence de caractères, puis qu'à la fin, il y ait un K. Donc, ça me permet de construire des schémas comme ça, là, des descriptions de qu'est-ce que c'est supposé ressembler pour que ça puisse trouver ce qu'on a en anglais appelle ça des patterns ou des motifs qui nous permettent de répondre à certains critères. Donc, dans le principe d'expression régulière, là, il existe des outils plus avancés, mais les bases de données SQL offrent cela par défaut. Là, ça va dépendre. Des fois, je vous parlais de revendeurs. Des fois, ils ont des options plus alléchantes que d'autres. Donc, dépendamment de la version de la base de données, des fois, il va y avoir d'autres différents symboles qui vont vouloir dire des affaires plus complexes ou pour des situations plus compliquées. Fait qu'on a le like. Ensuite, on a le is, puis le is not null. Donc, on avait parlé que dans les bases de données, on pouvait avoir des informations qui étaient manquantes, des informations qui n'y avait rien dans la petite case. Quand c'est le cas, c'est la représentation d'une information nulle, okay, qui est représentée habituellement avec le mot N-U-L-L en majuscule. Ce n'est pas le texte nul, c'est le manque de valeur. Donc, on est capable de filtrer les lignes qui ont des éléments nuls ou qui n'ont pas d'éléments nuls pour garder juste ceux qui ont des informations à l'intérieur des cases. Donc, on peut avoir avec le where le is nul ou le is not nul par rapport à une colonne précise qui me permet de filtrer en conséquence.
Excellent. Donc, ça, c'est bon. On a la prémisse de notre select de tantôt. Ça va bien. On a ensuite la possibilité de construire à partir de plusieurs tables les informations. Hein? Parce que si on revient à notre exemple de tantôt, on a des informations qui sont référencées à l'intérieur d'autres tables. Hein? Donc ici, on a nos clients, puis on a des comptes. Donc le numéro de client, ce numéro de client-là fait référence à l'information de l'autre table. Bien, quand on travaille avec cette prémisse-là, on va avoir souvent le besoin de dire, bien, j'aimerais ça qu'on prenne ces colonnes-là, là, puis qu'on vienne les coller aux bons endroits ici. J'aimerais ça que dans ma table compte, j'aille un nom de client. Là. Comme ça, je peux savoir, bien, le solde, il appartient à qui. Donc, je vais être capable de faire ce qu'on appelle la jointure de table. Donc, il existe différentes manières. La première, c'est le produit cartésien qui nous demande ensuite de filtrer pour être capable de juste avoir ceux qui sont communs. Donc, ici, on a un exemple où on prend nos deux clients et commandes, puis on dit, bien, je veux faire une recherche sur ceux qui ont le même numéro de client. Donc, ça va les linker ensemble, ça va juste garder ceux qui sont conjoints. Fait que là, on peut voir effectivement, on peut avoir les informations du client avec les informations de la commande qui étaient avant dans deux tables séparées. Donc, ici, qu'est-ce qui est intéressant de voir, c'est que quand j'ai plusieurs différentes tables comme source d'information, je peux utiliser le nom de la table comme préface pour être capable de dire, bien, voici la colonne de telle table que je veux utiliser. Parce que là, ici, la problématique, c'est que si j'ai ma table client, j'ai ma table commande, les deux ont une colonne numéro de client. Hein? Fait que si je veux les associer ensemble, il faut que je dise quand celui-là est égal à celui-là. Mais les deux colonnes s'appellent numéro de client. Je ne peux pas dire numéro de client est égal à numéro de client. Il va comme faire, bien, c'est ambigu, là, je ne sais pas lequel tu veux dire. Donc, dans ces cas-là, on peut utiliser comme préface le nom de la table avec un point pour dire, bien, de cette table-là, je veux cette colonne-là. Donc, ici, on a ce qu'on appelle la jointure naturelle qui me permet de prendre des informations de deux tables puis de les cruncher ensemble. Ça, c'est bon? Ça, c'est bon? Ça, c'est bon? Je vais envoyer ici. On a ce qu'on appelle le natural join, là, dans qu'est-ce qu'on veut faire d'une manière plus facile. Ça existe juste dans le SQL2, qui n'est pas nécessairement implémenté dans plusieurs bases de données. Fait que c'est supposé fonctionner, mais comme on avait parlé dans les semaines passées, dépendamment de l'implémentation, ça n'existera pas en tant que tel. Donc, il faut faire attention. Un autre qui est semblable à ce qu'on voudrait faire ici, c'est habituellement ce qu'on appelle le inner join. Je vais vous montrer un exemple de ça. Ici, on va regarder ça. On va aller chercher une petite page de tutoriel qui permet de montrer ça. Donc, on va être capable de faire, à partir d'une première table, une jointure sur une autre table. Ici, on s'en va ici, puis là, on apporte cette page-là. Fait que j'ai un exemple. Ici, encore une fois, on a deux tables qui se rejoignent ensemble. Donc, on a ici un numéro de commande, hein, un order ID d'une table de commande. Hein, c'est quel client qui a fait cette commande-là, c'est quoi le statut de la commande, c'est qui le vendeur qui a fait la commande. Puis, on a les items de la commande. Hein, donc, dans la commande, il y a commandé l'item 42, l'item 48, l'item 47. Puis, je peux voir ici le item ID, hein, avec le order ID, que les deux ensemble, avec la petite étoile, c'est représentatif de la clé primaire, hein, qui représente l'élément identifiant
de chacune des lignes. Puis là, moi, j'aimerais ça être capable de savoir, bien, pour les orders, c'est quoi tous les éléments, donc le customer qui est relié à ça, et ainsi de suite. Donc, on a la possibilité de faire le select, de partir d'une première table, puis là, à place de devoir faire un virgule, blablabla, puis là, le where, on a le inner join qui me permet de faire ce qu'on appelle une jointure sur une colonne spécifique, okay, sur une condition spécifique. Fait que si on la regarde avec notre exemple de tantôt, on a une première table, on va avoir un inner join sur la deuxième table, puis là on va dire fais la jointure sur la colonne qui est commune aux deux. OK? Donc, après ça, là, il y a d'autres éléments que nous, on n'a pas besoin de regarder pour l'instant. Mais ça, c'est la jointure la plus habituelle, là, quand je veux juste consolider les informations de table ensemble pour être capable d'avoir le résultat final. OK? Donc, ça ici, ça me donnerait quelque chose comme ça. Là. Où c'est que j'ai un order ID, j'ai les item ID, puis on peut voir ici que le order ID se répète, hein, puisque pour un order, on peut avoir plusieurs items, mais pour chaque order, je peux savoir c'est quoi le numéro du customer. Puis là, si je voudrais, je pourrais même faire une autre jointure. Hein, si je voudrais, mettons, aller chercher la table de customers, comme ça, j'aurais le nom du client, okay, avec son adresse, et ainsi de suite, tout à l'intérieur d'une même table. Le but de ça, c'est que quand on construit les différentes tables, on veut essayer de limiter puis de ne pas dédoubler de l'information. Hein? Donc, si j'ai le numéro du Customer ID ici, je vais avoir une autre table avec la liste des clients pour ne pas avoir à dédoubler l'information, comme on avait vu, qui pouvait devenir problématique. Fait que quand moi, je veux avoir des réponses qui incluent ces informations-là, bien là, c'est juste à moi de rapiécer les informations ensemble. Puis, la base de données est faite pour ce genre de transaction-là. Là. Fait que ça se fait très, très, très rapidement. Ce n'est pas une problématique au niveau d'efficacité. Parfait. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On a ensuite, quand on travaille avec différents éléments, donc, souvent, quand on va avoir plusieurs tables ou quand on va avoir plusieurs expressions, on va être capable de renommer certaines des expressions à l'intérieur de ma commande. Donc, à l'intérieur du select ou à l'intérieur du from, je peux utiliser le mot-clé as quelque chose pour être capable de représenter ce nom de table-là sous un autre nom, sous un alias. Donc, j'ai plus besoin d'appeler client.numéro client. Je peux dire C1 numéro de client qui fait référence à ce que j'ai écrit ici. Donc, ça ici, c'est purement pour se faciliter la tâche pour ne pas avoir à réécrire des noms de table qui sont longues comme mon bras pour rien. Donc, on peut faire ça autant au niveau du from qu'au niveau du select. Autre chose qui est intéressante avec l'alias, si on se retourne voir la grosse définition il est juste pas marqué. Ok, c'est pas grave. Je devrais l'avoir quand même quelque part après. Ici. Et blablabla, il l'a tu. Ah non, c'est juste sur d'autres. C'est pas sur toutes les bases de données. Fait que c'est vrai que c'est pas dans Spec. Mais des fois, dans certaines bases de données ou dans certaines requêtes SQL que vous allez voir, le as est facultatif. Fait que si tu marques client espace C1, c'est la même chose que de marquer as C1. Donc, le mot as est juste facultatif. Puis le prémisse, c'est que c'est les virgules qui font la grosse délimitation. Si c'est un nom d'une table suivi d'un espace, c'est automatiquement un alias. Qu'est-ce qu'il y a après l'espace? Ça, c'est bon, on a de l'auto-jointure, mais moi, je veux plus parler de jointure externe.
Donc, on a vu une première jointure qui était avec ce qu'on appelle le inner join. Il existe d'autres types de jointures, ce qu'on appelle les outer join, qui vont me permettre d'aller sélectionner des informations qui ne sont pas représentées, qui ne sont pas liées dans l'autre table. Donc, si on revient avec notre exemple de tantôt, en fait, je n'ai pas été à la bonne place pour des exemples de tantôt. Donc, avec notre table ici, on pourrait avoir dans notre table de prêt, on peut voir ici qu'on a des numéros de clients, mais je peux voir que en ce moment, le client 20 n'est pas nulle part dans aucune des lignes de la table de prêt. Hein? Puis là, je peux le voir visuellement, là, parce qu'il y a juste 3 lignes dans chaque table, ce n'est pas si difficile que ça. Mais si j'ai plusieurs centaines, voire des millions de lignes, peut-être que j'aimerais ça savoir c'est qui mes clients qui ont en ce moment aucun prêt, hein? Qui n'ont aucun de mes produits. Est-ce que je vais les flusher? Est-ce que je vais les appeler pour savoir s'ils ont besoin de quelque chose? Hein? Donc, c'est une question de business qui est logique. Donc, les jointures externes me permettent d'avoir ce genre d'informations-là. Donc, les jointures externes vont me permettre de filtrer des informations de ma table initiale à partir d'une deuxième table. Si on le regarde d'une autre manière, on va aller ici dans les différentes jointures. On a des fois des petits graphiques qui nous permettent de regarder qu'est-ce que ça implique. Là. Donc, on a le inner join, où c'est qu'on consolide les informations qui ont rapport. Bien, les jointures externes, c'est-à-dire je prends ma table initiale, puis là, je viens enlever des éléments qui font partie d'un autre ensemble. Hein, fait que je vais juste garder le résultat où c'est que j'ai enlevé des éléments. Donc, on peut le voir ici comment ça fonctionne. Donc, c'est le même principe. On a le from, puis là, on a le right ou left join, là, parce que tu peux garder la partie de gauche ou la partie de droite, dépendamment de qu'est-ce que tu veux faire. Parfait. On avait jasé qu'il est possible de mélanger plusieurs selects ensemble avec le principe de set mathématique, là, avec des unions, des intersections ou des exceptions. Donc, le principe, c'est qu'on est capable de créer 2 selects qui vont avoir le même nombre de colonnes. Puis, lui va trouver à l'intérieur de ces 2 réponses de select-là, soit les éléments combinés, soit les éléments de l'intersection des 2, ou soit la différence des 2. OK? Donc, la prémisse, si on regarde, on a une table client, on a une table employé, puis à partir de là, on se fait 2 selects. On a un premier select qui va avoir des noms de clients puis des numéros de téléphone. Puis, on va avoir un deuxième select avec des noms d'employés puis des numéros de téléphone. Hein, c'est 2 sources d'informations où c'est que j'ai des noms de monde puis des numéros de téléphone. Puis là, moi, je veux soit les agencer ensemble, soit voir lesquels qui sont communs, soit voir lesquels qui ne sont pas l'un dans l'autre. Hein. Fait qu'ici, on a l'exemple où on a l'intersection. Donc, la réponse à laquelle on répond avec ça, c'est de savoir qui sont dans ma compagnie, du monde qui sont en même temps mes clients, puis en même temps mes employés. Hein, c'est une question légitime. Donc, on a la liste de noms et la liste de numéros de téléphone. Encore une fois, ici, on peut voir qu'on crée 2 réponses avec le select qui sont identiques avec leur nom de colonne. Hein, donc, on a le nom de personne, numéro de téléphone, nom de personne, numéro de téléphone. Puis
Puis là, lui, il va trouver l'intersection des deux. Fait que là, il y a $ Tremblay à ce numéro-là, 888. Puis on a Jean Lecomte au 666. C'est les deux qui sont communs aux deux. Donc, à l'intersection, ça serait ces deux-là qui seraient résultants. Si on avait demandé l'union des deux, bien, ça serait tous ceux de la table client où on aurait concaténé tous ceux de la table employé. Si on avait demandé le except, bien là, ça serait tous ceux-là moins ceux qui sont là. Donc, puis ceux qui étaient juste pas là, il ne se passe rien. Mais donc, ça l'enlèverait le $ Tremblay, puis ça l'enlèverait le Jean Lecomte. Excellent. Dernière chose, avant la pause, on a le principe, non pas avant la pause, après la pause. On continue dans cette ligne-là d'après. Donc, on se prend une petite pause, on revient à 1h30 pour continuer à regarder les différentes possibilités du Select en SQL. Donc, on est en train de regarder le principe de la sélection dans nos bases de données en utilisant le Select qui me permet d'aller chercher des informations puis d'avoir une table résultante par rapport aux différentes informations. On a vu qu'on peut, dans le Select, avoir une série d'expressions comme des noms de colonnes qui viennent d'une table quand on a le From. Puis, on avait vu le Where qui me permettait d'avoir des conditions spéciales pour être capable de filtrer. On avait ensuite vu le principe de jointure de table qui me permet de prendre des informations de tables disparates puis de colmater les colonnes pour avoir les informations qui travaillent ensemble. Puis là, on vient de voir les principes d'ensemble avec le except, union et intersect. Quelques petites mentions sur les expressions quand on travaille dans, mettons, la sélection du select ou dans le where. La prémisse, c'est qu'une expression, ce n'est pas nécessairement juste le nom de la colonne. Donc, on peut avoir des opérations qui se font, hein, puis le select, comme on avait dit tantôt, même si c'est la première chose qu'on écrit, c'est la dernière chose qui se fait, là. Fait que quand il prend l'information de chacune des lignes, tu peux avoir des transformations sur ces informations-là. Donc, ici, on a un exemple où j'ai pris des numéros d'articles, le prix unitaire, mais je veux aussi le prix unitaire multiplié par une valeur. Mettons ici l'inclusion de taxes de 15 %. Là. Donc, ça me permet d'avoir ces informations-là à l'intérieur d'une table, donc qui sont générées à partir d'une information de la table normale, qui s'est juste dérivée. Là. On peut aller plus loin avec ça. Donc ici, mettons, on a un exemple là, où c'est que je veux chacun des articles de la commande 1. Hein, donc on peut voir ici, on a un select, on a un from, puis on peut voir dans le where, j'ai juste la commande 1. Mais je veux avoir le prix total avant et après les taxes pour chacun des articles. Donc, je peux voir ici, j'ai un numéro d'article, j'ai une quantité, j'ai le prix unitaire. Ça, c'est toutes les informations qui sont dans la base de données initiale. Puis là, à partir de là, je peux avoir un prix unitaire fois une quantité qui me permet d'avoir un total. Puis le prix unitaire fois une quantité fois 1,15 qui est le total plus les taxes. Hein, donc, c'est toutes des informations qui sont dérivées, que je n'ai pas enregistrées directement dans la base de données, mais qui sont accessibles à travers le select et ses expressions avec des opérateurs. Même principe, on peut utiliser différentes opérations quand on est dans le where aussi, quand on parle des conditions SQL, là, donc les conditions relationnelles de comparaison, pas obligé d'avoir juste une colonne, on peut avoir une colonne avec une transformation quelconque derrière. On a différents types d'opérateurs, hein, donc on a les standards, là, plus, moins, multiplier, égal, division,
mais il y en a un qui est pour la concaténation de chaînes. Donc, quand je veux avoir, admettons, le nom de quelqu'un, où c'est que le nom complet, où j'ai le nom puis le prénom, mais ce que je peux faire, c'est utiliser la double barre. Donc, dans certains autres langages de programmation, la concaténation de chaînes, habituellement, c'est le plus. On n'avait pas pensé à ça quand on a développé le SQL. Donc, on utilise la double barre verticale pour représenter la concaténation de chaînes, qui me permet de prendre, mettons, 2 colonnes de chaînes de caractères puis de les coller pour que ça devienne juste une entité que je pourrais avoir dans sa propre colonne. Il existe aussi, quand on travaille avec le where, des pseudo-colonnes. Donc, des colonnes qui sont en fait dans la SGBD, puis qui vont nous donner habituellement des informations qui sont par rapport à la session, par rapport à la situation courante. Donc, on a le current time, okay, un current timestamp. On a le current user ou juste user, le session user. Donc, je peux aller chercher des informations qui, ça c'est sûr par défaut, là, des fois il y en a d'autres dépendamment des SGBD, là, mais souvent, mettons, le current date me permet d'aller chercher, est-ce que c'est la date d'aujourd'hui de quand j'ai fait la commande? Donc, ça me permet d'avoir des informations soit sur l'utilisateur qui est en train d'utiliser la requête, ou sur le système ou l'environnement dans lequel la requête est en train de se faire. En passant aussi, on a donc vu un paquet d'opérations possibles, donc avec les additions, soustractions, on a vu aussi les opérateurs de comparaison, plus petits, plus grands, on a vu les opérateurs logiques, donc ça fait qu'il y a une priorité d'opération qui vient avec ça. Donc la prémisse, c'est qu'on a les opérateurs arithmétiques en premier. Ensuite, on a les comparaisons. Puis après ça, on a les différents opérateurs logiques. Okay? Donc, dans les arithmétiques, c'est les multiplications en premier, les additions, soustractions en deuxième. Je m'attends à ce qu'on sait ça de la petite école. Mais après ça, on a comparaison. Puis après ça, on a logique. On a aussi, avec le select, la possibilité d'avoir un switch case. Donc, le switch case est utilisé pour avoir une variation de résultats dépendamment d'une condition. Donc, encore une fois, le select me permet de décider qu'est-ce que je mets à l'intérieur d'une colonne. Donc, avec le case, tout ce qui est en jaune, c'est considéré comme étant une seule colonne. Donc, je termine ici, c'est un as quantité totale livrée, donc c'est le nom de la colonne. Fait que là, j'ai un case où je peux avoir une condition. Fait que j'ai un when, là ici j'ai une condition, là, on a le sum qu'on ne sait pas encore c'est quoi, là, on va le regarder tantôt. Fait que quand cette condition-là est remplie, le résultat est utilisé, le résultat utilisé va être 0 à la place du résultat habituel. Okay, donc, la prémisse ici, c'est j'aurais une requête quelconque là, où je ferais un select, où j'aurais le somme de quantité livrée, là, from quelque chose. OK? Puis là, la prémisse, c'est que dans le résultat de ça, j'en aurais qui seraient des valeurs, mais j'en aurais qui seraient nulles. Puis, quand des informations sont nulles par défaut dans des résultats de requête, OK, des fois, j'aimerais ça avoir une autre information que ça. Fait que la prémisse ici, avec le switch case, ce que ça va faire, c'est que ça va dire, pour chaque ligne, si ce résultat-là est nul, à la place, change-le pour un 0. Donc, on peut voir ici, si c'est nul, change-le pour un 0. Sinon, fais juste prendre la valeur directe. Donc, si ce n'est pas un nul, prends la valeur directe de la somme. Sinon, mets 0. Donc, ça me permet d'avoir une condition, que si la condition, j'y réponds, je peux avoir une certaine valeur ou un autre
colonne ou un autre calcul qui va me permettre de éviter des situations qui peuvent être problématiques. Il existe aussi, avec les selects, puis en fait dans le where, dans les conditions, différentes fonctions que je peux appeler pour être capable d'aller chercher des informations ou être capable de calculer des choses. Donc, ça, c'est ceux qui sont comme là par défaut. Il en existe une panoplie d'autres, dépendamment de la base de données que tu es en train d'utiliser. Donc, ça ici, c'est des fonctions qui vont travailler sur des chaînes de caractères. Fait qu'on peut avoir des fonctions comme, mettons ici, character length d'une chaîne. Bien, ça va me donner le nombre de caractères dans cette chaîne de caractères-là. Fait que si, mettons, je veux savoir l'adresse a combien de lettres à l'intérieur, je peux utiliser ça. Donc, puis ces fonctions-là, je peux les utiliser autant dans des selects que dans le where. Fait que je pourrais avoir des conditions comme je veux dans ma liste de clients ceux dont le numéro de téléphone a plus de 10 chiffres. Ou je veux avoir les noms de familles qui ont moins de 3 lettres. Parce que ça sonne comme peut-être une abréviation, quelque chose que je devrais checker, tu sais, je sais pas. Fait qu'on a une panoplie de différentes fonctions que je peux faire. Ça ici, c'est surtout la liste sur les chaînes de caractères. Fait que des choses comme changer les lettres en majuscules ou en minuscules, uppercase, lowercase, aller chercher une chaîne à l'intérieur d'un autre. Donc, admettons que c'est tout le temps 3 chiffres suivis d'un numéro de bâtiment. C'est comme ici, admettons, on est au PK 4718, tu sais. Bien, si, admettons, j'aimerais ça aller chercher juste le numéro du local, j'aimerais ça dire skip les 2 premiers caractères, puis va me chercher les 4 après. Donc, le substring me permet de dire prends une chaîne, puis va me chercher une série spécifique à partir de telle à telle position pour aller chercher l'information qui vient avec. Donc, ça vient avec les différentes bases de données. Puis la documentation, habituellement, c'est direct. On a aussi le principe de date, qui est un type de premier ordre dans les bases de données. Donc, on a, premièrement, dans les différentes bases de données, le principe de la date courante, qui est possible d'aller de travailler avec. Puis souvent, on va vouloir représenter une date. Admettons que je veux insérer une date ou que je veux être capable d'aller chercher une information sur la date. Je peux premièrement aller changer le format de l'affichage de la date. Okay? Donc là, ça dépend de quelle base de données j'utilise. Ici, c'est des exemples avec Oracle. Là. Mais on aura un exemple aussi que par défaut, la date, c'est le mois, le jour, l'année. Ou en fait, je pense que c'est l'année, mois, jour, par défaut. Fait qu'ici, je veux changer, je veux que ça devienne jour, mois, année, avec l'heure spécifique. Fait que quand je refais la même commande avec le select, une fois que j'ai dit « change-moi le format », là, il est comme de dire « ben gars, c'est 5/2/2002 à 9h08 et 26 secondes ». On a aussi la possibilité de représenter des dates. Donc, si je veux avoir, mettons, une condition qui dit que c'est plus tard que telle date, je peux utiliser les opérations relationnelles. Là. Donc, on a le principe de toDate qui me permet de prendre une chaîne de caractères, de dire le format de la chaîne de caractères. Donc, ce que j'ai écrit ici, c'est sous le format jour, mois, année. Puis là, lui, il me convertit ça en date. Tu sais que là, je peux l'utiliser dans une comparaison, je peux l'utiliser dans un insert. C'est une représentation d'une date plutôt que juste une chaîne de caractères. Puis à l'inverse, quand je veux aller chercher juste la chaîne de caractères, c'est pas quelque chose qui est très souvent utilisé. Fait qu'il y a 2 principes de temps quand on travaille avec des bases de données. Il y a le principe de date, hein, donc une journée, calendrier avec une heure précise. Puis, il va y avoir le principe d'intervalle, un laps de temps. Hein, c'est la différence entre dire 3 heures du matin puis un cours de 3 heures.
Hein, les deux, c'est 3 heures, mais ce n'est pas le même genre d'heure. Il y en a un que c'est une position temporelle, puis il y en a un autre que c'est un laps temporel. Donc, on va avoir le principe d'intervalle qui va nous permettre de travailler pour faire des opérations sur des dates. Donc, je suis capable de prendre une date quelconque, puis de faire des opérations arithmétiques sur des intervalles. Donc, ici, on a un exemple d'intervalle de une journée pour être capable d'avoir une nouvelle date, hein, qui va être l'opération qu'on a faite sur l'intervalle. Donc, on est capable de faire ce genre d'opération-là. Puis, la base de données a toujours deux types temporels. Les emplacements temporels, des dates, okay, ou des date time, des fois qu'on appelle, puis des espacements temporels, des intervalles, ou des time span, des fois, c'est aussi utilisé comme ça. Quand on travaille avec les éléments nullables, donc on a jasé tantôt que ça se peut que des fois il y a des cases qui sont vides, c'est ce qu'on appelle des éléments nuls. On a, dépendamment de qu'est-ce qui se passe, une gentille table. Okay? Donc ici, on représente le nullable comme le unknown, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Fait que quand on travaille en arithmétique, n'importe quoi qui est nul va me donner quelque chose de nul à son tour. Okay? Fait que si, mettons, je fais 3 plus nul, ça me donne nul. Okay? Le nul mange l'opération arithmétique. Puis si on a des comparaisons, okay, où c'est qu'il y a quelque chose de nul, donc est-ce que le solde est plus grand que 10 ou c'est que le solde de ma ligne est nul, ça va me donner un résultat qu'on dit qui est unknown, hein, parce qu'on ne sait pas. Puis si on fait des opérations logiques, hein, où c'est que ça peut être soit true, soit false, bien là, s'il y en a un de ceux-là qui est unknown, à cause justement de ma relation logique qui était possiblement nulle, bien là, on peut voir que, dépendamment de ce que tu fais, ça change la donne. Donc, avec le AND, dès qu'il y a un des deux qui est unknown, le résultat va être unknown à son tour. Sauf si l'autre est false. On va assumer que c'est false. Avec le OR, dès qu'il y en a un qui est true, ça va être true. S'il y en a un qui est unknown, ça va être unknown à son tour. Puis avec le not, le principe, c'est, ben là, c'est juste par rapport au x. Fait que si c'est unknown, le x est unknown à son tour. On a ensuite, qu'est-ce qui arrive quand on a des résultats qui vont être unknown ou qui ne seront pas considérables? La prémisse, c'est que quand le résultat de notre condition serait unknown, ça va être automatiquement filtré des résultats. Ça ne sera pas considéré dans les résultats. Donc, il faut faire attention. Si on veut avoir ça, il va falloir avoir une gestion des éléments nullables là, pour s'assurer que ça ne devienne pas problématique. On a ensuite le principe de fonction de groupe ou de fonction d'agrégation. Donc, jusqu'à présent, quand on avait le where, chacune des conditions était appliquée sur chacune des lignes. Mais il existe des fonctions mathématiques de regroupement ou d'agrégation qui vont vouloir prendre une séquence de lignes ou une série de lignes, puis être capable d'avoir une seule réponse par rapport à ça. Comme, admettons, comme exemple, j'ai une série de soldes. Je veux savoir c'est quoi le solde moyen de mes clients. Hein, donc, je veux toutes les prendre, faire la somme divisée par le nombre, me trouver la moyenne. Ou juste avoir le décompte du nombre de lignes. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle des fonctions d'agrégation pour avoir le décompte, la somme ou la moyenne de toutes les lignes de la table. Dans ces moments-là, okay, le select tombe dans une espèce de mode d'agrégation où c'est que les expressions normales d'un select ne fonctionneront plus.
Parce que la prémisse, c'est que si on a, mettons, la moyenne des soldes, ben c'est une valeur. Puis si je te demande c'est quoi le numéro de client qui a rapport à ça, ben ça fait plus de sens, parce que c'est comme tous les clients qui ont ce solde-là. Donc, quand on est en mode d'agrégation ou mode de regroupement, où c'est qu'on utilise des fonctions d'agrégation ou de groupement, on ne peut pas utiliser des expressions normales. On peut seulement utiliser des expressions de regroupement. Donc, on peut avoir ici un exemple où c'est qu'on a un select, on a deux fonctions de regroupement ensemble, ce n'est pas un problème. OK? Mais je ne pourrais pas avoir une troisième qui serait numéro de client, mettons. Fait que ces fonctions de regroupement-là, par défaut, vont être capables de me donner une seule valeur pour la table au complet. On a la possibilité d'utiliser le mot distinct aussi à l'intérieur de ces colonnes-là. Donc, la prémisse, c'est que j'ai la fonction, donc j'ai sum, average ou count. Puis après ça, j'ai le nom de la colonne sur lequel je veux aller travailler. Donc, pour le average, je mets le nom de la colonne. Pour le count, puisqu'on fait juste compter le nombre de lignes, le nom de la colonne n'a pas d'importance. Fait que je peux mettre n'importe quelle colonne. La convention fait que tu mets l'étoile qui dit « fais juste prendre toutes les colonnes, fais juste me compter le nombre de lignes. Hein, » Donc, ça ici, le count, ça me dit le nombre de lignes. Hein, puis après ça, c'est la moyenne de cette colonne-là. Fait que je peux voir ici, le nombre d'articles, j'en ai 10, puis la moyenne de ces 10 articles-là, c'est 19 et 49. Je peux utiliser le mot distinct à l'intérieur de mes fonctions d'agrégation, comme on avait vu au début avec le select. Hein, je peux dire, je sélectionne juste moi ceux qui sont de manière unique à l'intérieur. Donc, on est capable de faire cet élément-là aussi. On a une situation assez intéressante quand on va vouloir faire des fonctions d'agrégation sur des regroupements à l'intérieur de la table. Je m'explique. Donc, j'ai l'exemple ici, où j'ai une table de commandes. Hein, j'ai mes commandes qui sont toutes identifiées, mais mes commandes sont faites par certains clients. Hein? Puis, j'aimerais ça être capable de faire mes fonctions d'agrégation, mais pas sur la table au complet, mais sur des sections de table qui regroupent les clients ensemble. Hein? Fait que j'aimerais ça avoir le nombre de commandes de mon client 10, le nombre de commandes de mon client 20, le nombre de commandes de mon client 30, le nombre de commandes de mon client 40, sans nécessairement savoir d'avance c'est quoi les options possibles. Donc, on va avoir une nouvelle configuration possible qui va venir travailler avec les fonctions d'agrégation, sur les fonctions de groupement, qui va nous permettre, à la place de faire la fonction d'agrégation sur toute la table, va le faire sur des regroupements de comme mini-tables à l'intérieur de ma table principale. Donc, on va avoir le groupe by qui va me permettre de regarder cette colonne-là de regroupement, puis d'être capable de me faire des mini-tables où c'est que les valeurs vont être égales à l'intérieur de cette mini-table-là. Ça va faire une mini-table pour le client numéro 10, une mini-table pour le client numéro 20, une mini-table pour le client numéro 30, une mini-table pour le client numéro 40. Puis là, sur chacune de ces mini-tables-là, on va appliquer la fonction d'agrégation, la fonction de regroupement. Fait que dans ce cas-ci, on a un count, hein, fait que juste compter le nombre de lignes. Puis, on peut voir aussi que dans le select, on a une fonction de regroupement, mais on a aussi une colonne directe. On a le droit de faire ça seulement si la colonne est dans le groupe by. Parce que justement, je suis capable d'identifier chacun des mini-regroupements. Fait que le résultat de ça, bien, ça me dit pour le client 10, j'ai eu un count de 3, parce que j'avais 3 lignes. Pour le client 20, j'ai un count de 2, parce que j'ai 2 lignes. 3, 1, 4, 2. Donc, les regroupements, on est ici capable de les faire avec un sous-ensemble d'éléments. Donc, je peux, dans le groupe by, avoir 2 valeurs. Donc, ça va faire des sous-tables pour chacune des combinaisons possibles de numéros de commande et numéros d'articles.
Fait que ici, j'ai un numéro d'article 10.7, ça fait son petit regroupement. 10.3, ça fait son petit regroupement. C'est pas super utilisé, là, fait que c'est pas trop important. On a une autre option qui va aussi travailler avec ce mode de regroupement-là. Hein? Fait qu'on a les fonctions d'agrégation, on avait le group by, puis là, on rajoute quelque chose qui est le having. Donc, on avait vu le where, hein, qui me permettait de prendre ma table initiale, puis d'être capable de filtrer des lignes de ma table initiale. Là, on vient de voir qu'on peut regrouper ça en mini-tables, puis faire des fonctions d'agrégation sur les tables. Mais qu'est-ce qui arrive si j'aimerais ça faire une condition sur cette table résultante-là? Là? Hein, le where, si je mets un where, il va marcher sur cette table-là. Là. Mais moi, j'aimerais ça faire un filtrage sur le résultat du regroupement puis de mes fonctions d'agrégation. Donc, si je veux faire un filtrage juste avant la fin, plutôt qu'au début, donc le where travaille sur la table initiale. Si je veux faire un filtrage à la fin, je vais pouvoir utiliser le having. Donc, le having va faire les opérations, puis il va être capable de faire un dernier filtrage sur le résultat avant de te le donner. Donc ici, j'ai un exemple, c'est que je reprends mon regroupement par client, je veux avoir le nombre de lignes, mais je veux juste avoir ceux qui en ont au moins 2. Fait que ici, dans le résultat final, lui, il filtrerait ce résultat-là, puis il ne serait pas affiché. Okay? Dans mon résultat, j'aurais juste les 3 éléments. Qu'est-ce qui arrive quand j'utilise les 2 en même temps? Hein? Faut faire attention, le where travaille sur la table initiale avant de faire les regroupements. Fait que ici, j'ai un exemple où j'ai un where, okay, qui me dit que je veux que la date soit plus grande que telle date. Fait que lui, il va les filtrer en premier. Il va les enlever avant de faire quoi que ce soit d'autre. Fait qu'une fois que j'ai filtré ça, là, je fais les regroupements. Fait que là, il fait mes regroupements. Il y en a 1, 2, 3, 4. Puis après ça, je fais le count de chacun. Bien, dans le premier regroupement, il y en aurait juste un. Dans le deuxième regroupement, il y en aurait juste un. Dans le troisième regroupement, il y en a juste un. Dans le troisième regroupement, il y en a 2. Puis là, si j'ai mon having, bien, ça se fait après tout ça. Fait que là, ici, on peut voir que ça filtrait tout, sauf le dernier élément. On continue. On a la possibilité aussi de, avec les résultats finaux, trier ces résultats-là pour qu'ils soient dans un ordre spécifique. Donc, je peux utiliser le order by qui va me permettre de prendre les résultats puis juste trier, okay, de manière ascendante ou descendante. Par défaut, c'est de manière ascendante, donc du plus petit au plus grand. Si je veux être spécifique, je peux décider de dire que c'est descendant ou ascendant si je veux être explicite. Okay? Donc, si je ne mets rien, ça va être le descendant qui va être utilisé par défaut. Donc, ça, c'est sur le résultat final. Après toutes les autres affaires, il fait juste les retrier pour que ça soit beau dans ton affichage final. Fait que ça fait le tour de la partie des fondements du select en tant que tel. Là, on va regarder comment travailler avec des selects dans des selects. Fait que on va aller regarder le principe de select imbriqué dans un autre select. Donc, des fois, je veux avoir des conditions ou je veux avoir des sélections qui vont être le résultat d'une autre considération que j'utiliserai avec un autre select. Donc, on a ici un premier exemple. Donc, on a déjà vu le mot-clé « in », hein, qui me permet d'avoir un ensemble de possibilités. Puis là, je veux savoir les clients. Donc, j'ai un select sur les clients. Mais je veux savoir ceux qui ont passé au moins une commande.
Donc, je vais être capable d'aller chercher dans ma table de commandes tous les numéros de clients qui existent pour savoir est-ce que ces clients-là, ils ont au moins passé une commande. En passant, cette commande-là, on peut la faire avec un outer join qu'on a vu tantôt. Là. Hein? Donc, ici, on a la commande en dessous là, du outer join qui me permet de faire la même chose, mais on a le select imbriqué aussi qui est possible. Fait que le select ici imbriqué va me dire, ben, donne-moi tous les numéros de clients qui sont dans commande. Puis ça devient mon ensemble possible de numéros de clients dans mon where. Fait que là, lui, il va me faire la liste des numéros de clients dans ma commande. Puis pour chacune des lignes de clients, il va regarder est-ce que ce numéro de client-là, il existe dans mes numéros de clients qui ont fait des commandes. Donc, on peut le faire même à plusieurs colonnes. Okay? Donc, on peut dire, je veux ces deux combinaisons-là dans mon ensemble. Okay? Donc, c'est le même principe. On a le in, on a un select. Donc, les selects imbriqués, on peut voir qu'ils sont dans leur propre parenthèse pour comme être dans leur propre ensemble. Mais je peux faire un select qui va me générer deux colonnes, puis dire, bien, je veux que ces deux valeurs-là de ma table initiale soient dans cette sélection-là, dans ce résultat-là qui est fait à chaque étape. On a aussi des fois la possibilité d'avoir un select qui retourne juste une valeur. Okay? Donc là, ici, nos selects là, nous retourneraient un ensemble. C'est pour ça qu'on utilisait le in, pour dire tant que c'est une de ces valeurs-là. Quand on fait un select qui retourne juste une valeur directe, donc là, ici, on a de notre client, on veut avoir aussi que c'est huge paycheck, puis on sait qu'il y en a juste un. Ça va être ce numéro de client-là. Je peux commencer à utiliser des opérateurs de comparaison. Le plus petit, plus grand, égal, différent de, pour être capable de travailler avec. Fait que, on n'a pas de problème à avoir des selects imbriqués avec juste une valeur qui va représenter une information avec des comparaisons. On a aussi ce qu'on appelle des selects imbriqués qui sont corrélés. Donc, le principe de corrélation, c'est que le select imbriqué, donc si on regarde ici, là, donc c'est un select count sur des commandes, où c'est que le numéro de client. Mais là, ici, on fait référence à un élément qui est externe au select imbriqué. Là. Fait que la prémisse, c'est, si on reprend ici, je veux aller dans notre petit exemple. On va retourner ici, puis on va aller rechercher. Pas les tables de livraison, je les commandes. J'ai-tu un exemple de commande des autres? Non, pas grave. On va le faire au tableau. Hop, hop, hop. Fait que j'ai des clients. Puis, à l'intérieur, j'ai des numéros de clients. OK. Puis, après ça, j'ai des commandes. Où c'est que j'ai des numéros de commandes. Puis, j'ai des numéros de clients. OK, il y a d'autres informations, d'autres tables, là, mais ce n'est pas important entre les deux. Fait que, mettons que c'est le client 1, le client 1, le client 4, le client 5, le client 2. Fait que là, la question, c'est qu'est-ce qui se passe avec ça? Fait que quand on a un select, on a dit qu'on prend cette table-là, puis là, on essaie d'appliquer le where sur chacune des lignes. Fait que là, lui, il va demander, OK, est-ce que dans le résultat, là, OK, moi, je veux des étoiles, fait que j'ai le numéro de client. Puis là, je vais avoir d'autres choses ici. Est-ce que cette ligne-là, je la mets dans mon résultat? Fait que pour me demander ça, il faut que je regarde le select résultat. Fait que là, je suis en train de regarder cette ligne-là. Je suis en train de me demander est-ce que je la donne. Fait que là, je suis en train de faire, il faut que je fasse le select imbriqué. Fait que je fais un select count de commande où
le numéro de client est égal au client numéro de client. Donc, celui-là que je suis en train de regarder. Fait que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un count des commandes du client numéro 1. Fait que là, ça me donne 2, celui-là. Fait que qu'est-ce qui arrive? Là, il revient. Tout ce résultat-là, ça me donne 2. Fait que là, est-ce que 0, c'est plus petit que 2? Oui. Donc, c'est inclus dans mon résultat. Je le refais, puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va essayer le deuxième. Hein, parce que le where, il se fait sur chacune des lignes. Fait que là, il va dire, OK, j'ai mon numéro de client 2, je refais mon select imbriqué. Fait que là, je fais count de commande, mais là où c'est que le numéro de client, c'est 2. Fait que là, le résultat du count-là, il va donner 1. Ça me donne 1, c'est 0, c'est plus petit que 1. Donc, le client 2 est donné. Il continue. Il va faire celui-là. Fait que là, il va faire un select. Il va faire le select imbriqué, select count de commande, where numéro de client est égal à client numéro de client. Maintenant, en ce moment, c'est 3. Fait que là, dans celui-là, les numéros de clients, il n'y en a pas de 3. Là, ça me donne 0. Fait que qu'est-ce qui arrive? Le where ne fonctionne pas. Donc, cette ligne-là est filtrée, n'est pas mise dans le résultat. Puis là, ça continue. Le 4, il y en a 1. Fait que ça va me donner il va être dedans. Le 5, il y en a au moins 1, il va être dedans. Puis là, on peut voir que ça nous a bien donné notre requête initiale, là, qui était de produire les clients qui ont au moins fait une commande. Excellent. Donc, on est capable de faire des références à un élément qui est non local à l'intérieur des selects imbriqués. C'est ce qu'on appelle un select imbriqué corrélé. On a aussi, quand on travaille avec ces requêtes-là, la possibilité de ne pas avoir à écrire des zéros plus petits que. Là. Okay? Donc, on a des opérateurs spécifiques pour gérer est-ce que dans le select, il y a eu des lignes ou pas. Donc, la même question que je pose tantôt, là, je veux avoir les clients qui ont fait au moins une commande. Donc, même principe, j'ai le select, j'ai les clients, j'ai un where, mais là, j'ai juste le mot-clé exists. Donc, exists va prendre un select, puis va être vrai si le select retourne au moins une ligne. Hein, qui est la même chose qu'on vient de faire tantôt. Là. Fait que là, j'ai juste besoin de faire select from avec est-ce qu'il y a au moins une ligne qui est retournée par ça? Puis, si oui, c'est que cette ligne-là est sélectionnée dans mon résultat final. On a aussi, avec le exist, on a le not unique. Donc, je veux avoir au moins 2 lignes résultantes. Donc, ici, on a le même principe de juste un select imbriqué, mais avec le not unique. Donc, on a, puis exist, unique, on peut avoir comme les inversions, là, fait qu'on a not exist, not unique, les deux sont variables sans problème. On a aussi des qualificateurs sur chacun des résultats. Donc, des fois, dans la requête corrélée ou la requête imbriquée que je suis en train de faire, je veux m'assurer que tous les résultats de ma sous-requête, de mon select imbriqué, répondent à un certain critère. Fait que dans ce cas-là, je peux utiliser un opérateur de comparaison, puis être capable de mettre le mot-clé all ou any. Comment est-ce que ça va fonctionner? Bien, le principe, c'est que le select va générer plusieurs lignes. Ça va être testé de manière individuelle avec l'élément que je demande. Donc, ici, on va avoir une série de dates de livraison.
j'ai ma date de commande. Ça va faire, est-ce que la date de commande est plus grande que la date de livraison 1? Est-ce que la commande est plus grande que la date de livraison de la deuxième ligne? Est-ce que... Puis là, le mot-clé ici va indiquer c'est quoi les résultats que je dois avoir pour que ça me donne vrai à la fin. Donc, avec le all, il faut que tous les tests qui ont été faits soient vrais pour que le résultat final soit vrai à son tour. Donc, dans ce cas-ci, ça veut dire que je veux les commandes qui sont passées après la dernière livraison. Hein, je veux que ma date de commande soit plus grande que toutes les dates de ma table livraison. On a, pas l'inverse, mais le cousin du all, c'est le any, où c'est que là, dès qu'une des conditions est remplie, le résultat va être vrai. Donc, même principe, on a le même select, c'est juste qu'à la place du all, on a mis le any. Fait que là, ce que ça l'implique, c'est que la date de la commande est plus grande qu'au moins une des dates de livraison. N'importe laquelle. Ça peut être toutes, ça peut être 2, ça peut être 3, mais c'est au moins une. Si on mélange tous ces différents éléments-là ensemble, on peut faire des choses assez funky comme ce qu'on appelle de la division. On va aller regarder un exemple de division pour comprendre c'est quoi le genre de choses qu'on peut faire avec ça. Fait qu'on a un exemple ici où on a, encore une fois, là, nos commandes, puis nos numéros d'articles et ainsi de suite. Fait que je veux savoir c'est quoi les numéros des commandes qui incluent tous des articles dont le prix était 10,99. Donc, je veux savoir les commandes où c'est que tous les articles de cette commande-là, ils coûtaient 10,99. Il n'y a pas eu d'autres articles qui coûtaient 4,50, qu'il n'y a pas eu d'articles qui coûtaient 12,45. Je veux des commandes où tous les articles de la commande coûtaient 10,99 $. OK? C'est ça la prémisse. Fait que voyons voir comment est-ce qu'on réussit à construire ce genre de possibilité-là. Fait que si je regarde, la première chose qu'il va falloir que j'aille quelque part, ça va être la liste des articles qui coûtent 10,99 $. Hein? Fait que si je veux savoir c'est lesquels qui étaient juste des articles de 10,99 $, il faut que j'aille quelque part une liste de c'est quoi les articles qui coûtent 10,99 $. Fait qu'on peut voir ici, en bleu, là, hein, les articles qui coûtaient 10,99 $. Ça me donne un résultat des numéros d'articles qui coûtaient 10,99 $. Ensuite, je veux être capable d'avoir, pour chacune des commandes individuelles, les articles de cette commande-là. Hein? Fait que pour une commande, je veux avoir chacune des articles de cette commande-là. Donc, je vais avoir les numéros d'articles de cette commande-là. Fait que là, ici, on a un exemple où c'est qu'on a toutes les tables de ligne commande. Mettons que je prends le premier où c'est que j'ai ma commande 1. Ça va me donner cette liste-là ici. Fait que là, je suis capable, pour chaque ligne, d'avoir la liste des articles à 10,99 $, puis la liste des articles de ma commande, d'une commande spécifique. Fait que là, ce que je veux faire, c'est savoir est-ce que tous les articles de la commande, c'était juste des articles de ceux de 10,99 $. Fait que, il y a différentes manières de faire ça. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une soustraction pour voir est-ce qu'il en reste des éléments qui ne sont pas à 10,99 $. Donc, la prémisse, c'est qu'on va faire, je prends tous ceux-là, OK, tous ces numéros d'articles-là, puis je vais les enlever de ceux-là. OK, donc je veux... excusez-moi, j'ai inversé la question. Je veux savoir les commandes qui ont
acheté tous les articles qui coûtaient 10,99. Pas qu'il y avait juste les articles à 10,99. Là. Donc, si j'ai dans mon inventaire 3 articles qui coûtent 10,99, je veux avoir la commande qui ont acheté ces 3 articles-là. Ça se peut qu'il y en ait acheté plus, mais je veux au moins qu'ils aient acheté tous ces articles-là. Fait que j'ai ma liste d'articles, puis j'ai la liste de ceux qui ont été achetés pour la commande. Puis là, ce que je vais faire, c'est une soustraction. Je vais utiliser le except. Fait que ce que ça va faire, c'est que ça va prendre ceux-là, puis ça va essayer d'enlever ceux-là. Fait que pour ma commande numéro 1, si j'ai ceux-là moins ceux-là, qu'est-ce qui me reste comme ensemble? Il me reste un ensemble vide. Hein? Parce que j'ai enlevé le 10, j'ai enlevé le 110, puis j'aurais voulu enlever le 90, mais il n'était même pas là. Fait que j'arrive avec un ensemble vide. Puis là, si je reprends mon select, puis je regarde la dernière opération qu'il me reste à faire là, dans mes ordres d'opération, le where, ça me dit, il ne faut pas que ça existe. Donc, si c'est vide, je le garde comme résultat. Fait que dans ce cas-là, est-ce que ma commande 1 a commandé tous les articles qui coûtaient 10,99? Oui, ils ont commandé tous les articles, donc je le garde et je vais l'avoir dans mon résultat final. On va se donner d'autres exemples pour bien voir, là, puisque là, ici, c'est comme le plus complexe que tu peux avoir dans les requêtes SQL, c'est pas mal ça. Fait que si on regarde notre deuxième, hein, parce qu'il va le faire pour chacune des commandes. Pour la commande numéro 2, j'ai 40 et 95. Fait que là, mon affaire bleue, les articles qui coûtent 10,99, ça reste tout le temps les mêmes. C'est toujours 10,70. Mais en jaune, hein, les articles de ma commande, ça serait maintenant 40 et 95. Fait que là, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de prendre ma liste en bleu, 10,70, puis soustraire, enlever le 40 et 95, qui ne sont pas là, fait qu'ils ne sont pas soustraits. Fait que qu'est-ce qui me reste à la fin? Il me reste le 10 puis le 70. Ils n'ont pas été enlevés. Fait que ce résultat-là, je dis, donc, mettons que je le fais à l'écran, au tableau. Hein, donc, la prémisse, c'est, j'ai mon not exist. Puis après ça, j'ai en bleu, là. Je vais juste le mettre en bleu, là, avec le except. En jaune. Donc là, ça me. Ça, puis ça, c'est entre parenthèses. Puis ça, c'est entre parenthèses. Donc, on met cette parenthèse-là. Puis tout ça, c'est l'indexis. Fait qu'en bleu, j'ai 10,70. C'est ça, mon résultat bleu, c'est toujours le même. Puis là, dans mon cas où c'est qu'on est à la commande 2, notre jaune, ça va être 40 et 95. Fait que là, quand je fais 10,70 except 40,95, le résultat de ça, ça me donne 10 et 70. Pourquoi? Parce que j'ai enlevé ces deux-là, mais ils n'étaient même pas là. Fait qu'il me reste ceux qui étaient déjà là. Puis après ça, ben là, je vais faire cette opération-là. Est-ce que j'ai pas quelque chose ici? Ben, c'est faux. J'ai quelque chose. Donc, ça fait en sorte que ça ne fonctionne pas, puis ça fait en sorte qu'il n'est donc pas renvoyé dans le résultat. La commande 2 ne commande pas tous les articles à 10,99. On se réessaye avec, mettons, la commande 5, qui va être l'autre qui va être faite correctement. La commande 5, le bleu reste pareil, 10 puis 70. Ça ne change pas, c'est tous les articles à 10,90. Le jaune de la commande 5, c'est 70, 10 et 20. Fait que là, je dis tous ceux-là, sauf ceux-là. Fait que j'essaie de rayer le 70, j'essaie de rayer le 10, j'essaie de rayer le 20, il n'est pas là. Mais qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste rien.
Fait que là, après ça, ce résultat-là, avec le not exist, est-ce que ça, c'est vide? Oui, c'est vide. Donc, ça veut dire que la commande 5, c'était une commande qui a commandé tous les articles à 10,99. Donc, je l'inclus dans mon résultat final. Tout ça pour bien comprendre qu'on peut faire des opérations très complexes avec les requêtes SQL. On est aussi capable de faire des opérations imbriquées dans le from. Donc, d'être capable de créer comme une espèce de sous-table qui va être la table qui va être utilisée dans le from. C'est aussi disponible. Donc, toutes les choses qu'on a faites, c'est des choses qu'on peut avoir, puis ça ne sera pas juste directement une table, ça va être juste comme une table qui a été construite on the fly pour avoir ce qu'on a besoin. Qu'est-ce qui arrive? Puis, on serait rendu le temps de la pause, mais il me reste genre 10 minutes, fait que je pense qu'on va faire fi de la pause, puis on va juste terminer un peu plus tôt pour aller sonner aux portes et aller chercher nos bonbons pour la soirée. On va voir comment est-ce que, avec le insert, delete, le update qu'on avait vu la semaine passée, comment est-ce qu'on peut insérer des selects à l'intérieur de ces opérations-là. Donc, juste un petit rappel. On est capable d'utiliser le insert pour être capable de rajouter des données à une table déjà existante. Donc, on a vu le insert into, puis avec les values, puis on avait la possibilité d'avoir pas toutes les valeurs de toutes les colonnes en dictant c'était quoi la liste des colonnes auxquelles je voulais avoir des valeurs à l'intérieur. Fait qu'on est capable de travailler avec des selects. Donc, je peux faire un insert into, pardon, puis créer un select qui va avoir le bon nombre d'informations. Donc, à la place de values, je mets un select qui va avoir le bon nombre de colonnes. Puis, je vais être capable d'avoir des informations qui vont venir d'un autre endroit de ma table sans problème. Donc, ici, j'ai le select d'une livraison 106, mais là, je prends le numéro de commande, le numéro d'article d'une quantité, le numéro de commande numéro 7, puis ça va juste toutes les prendre, puis les insérer directement. Fait qu'on a ça pour le insert. Pour le delete, puis le update, ça va être en fait quand on va avoir des conditions. Donc, on a parlé qu'avec le delete puis le update, on peut avoir des conditions avec le where. Bien, le where, on va pouvoir prendre tout ce qu'on a vu de qu'est-ce qu'on a vu avec le select. Donc, tout le principe de condition, de in, de like, de between, de sous-requête, c'est toutes des choses qui sont possibles pour décider quelles sont délétées, lesquelles sont mises à jour. Donc, le delete par défaut, c'est juste un delete from, mais on peut avoir le where, puis le where est capable d'avoir n'importe quelle condition SQL comme on vient de voir avec le select. Même principe avec le update qui me permettent de mettre à jour des valeurs. Donc, celui-là a besoin d'avoir un set qui me permet de mettre à jour une colonne avec une nouvelle donnée. Puis après ça, le where, on peut avoir soit une information identifiante de ligne, ou sinon, on peut avoir le where tantôt, comme ça peut être n'importe quel autre where qu'on a vu. Puis, dans le set, on peut aussi utiliser nos nouvelles connaissances d'expression pour être capable de mettre à jour une colonne par rapport à une opération arithmétique, un appel de fonction, n'importe quoi d'autre. Donc ici, je pourrais dire, je veux augmenter tous mes prix de tous mes articles de 10 %. Je peux dire, dans ma table article, je set le prix unitaire, puis je veux que ça soit le prix unitaire précédent fois 1.1. Puisque là, je n'ai pas de where, ça va être appliqué sur toutes les lignes, okay, sans considération de sélection. Fait que, on peut aussi avoir plusieurs modifications à la fois. Donc, dans le set, un peu comme dans le select, on peut avoir des virgules où on change plusieurs choses
d'un seul coup sans problème. Ah non, on a terminé. Donc, la semaine prochaine, ça va être une période de pratique. Donc, pour ceux en ligne qui ne sont pas là en ce moment, n'oubliez pas d'apporter vos ordinateurs pour être capable de le faire avec nous. Aussi, ça va être important d'au moins avoir créé le compte. Okay? Donc, sur le site de cours, là, il y a un compte que tu peux faire avec Oracle Cloud, c'est gratuit. Okay? Oui, il faut que tu rentres un numéro de carte de crédit, là, mais il n'est pas facturé, c'est juste pour prouver que tu n'es pas une personne ou un être malfaisant qui est en train de se faire son 100e compte gratuit. Donc, avec ces informations-là, la semaine prochaine, on va pouvoir faire différentes manipulations, différentes possibilités avec des bases de données avec Oracle. On est bon? Excellent!